Bonjour et bienvenue au Savoir-être Games en compagnie de Bruce de Y Penser. Oui. Donc je viens de sortir de ta conférence, c'était très très sympa. Merci. C'est pas la première fois que tu viens au Savoir-être Games. C'est la 3e fois d'affilée. 3e fois. Bon, quel plaisir tu as. J'ai vu que tu prenais beaucoup plaisir à faire tes conférences en tout cas. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, SRG, il y a une ambiance que j'aime beaucoup parce que il n'y a pas du tout le côté usine qu'on peut avoir dans des très très grosses conventions type Japan Expo, des choses comme ça. On est à la SNCF en fait. En fait, on est dans la gare. Ah, Ah, c'est... c'est énorme. c'est Super Flame qui a trouvé le... Ça, c'est Super Flame qui a trouvé le micro. Voilà, Super Flame. Bon, merci. Voilà. Donc je disais, non, c'est bien, bonne ambiance, c'est Serge, tu vois. À la preuve. Non, j'aime bien la taille du truc. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours globalement les mêmes invités d'une année à l'autre, donc ça fait plaisir de revoir les gens. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup faire des conférences ou des rencontres dans ce genre d'événement parce que ça me permet d'avoir un rapport vraiment direct avec peu de gens. Parce que là, je ne sais pas combien on était, mais enfin, la conférence, c'est peut-être 100, 120 personnes. Donc tu peux vraiment échanger avec les gens, rigoler, prendre le temps. Ce qui sinon n'est pas possible dans des gros événements ou sur Internet au bout d'un moment. C'est un plaisir que je retrouve sur Twitch éventuellement, mais sur YouTube, je ne peux plus avoir ce plaisir-là, trop de monde. Ce qui est tant mieux, je ne vais pas me plaindre, mais du coup, ça crée de la distance. C'est ce qu'on trouve aussi un peu dans les petits festivals de cinéma, c'est-à-dire qu'à Cannes, tu peux parler avec personne n'a le temps. C'est un petit festival, tu peux vraiment prendre le temps de rencontrer les gens. Et c'est vrai que la plupart des invités sont très accessibles et c'est très sympa. Et ça, c'est cool, Voilà. c'est une bonne ambiance. Du coup, y penser. Ouais. Donc on a une pensée pour y penser, puisque ça en est où? Alors j'ai vu que tu avais pris une nouvelle stratégie dans la construction en tout cas des émissions et dans la fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, partant toujours du même postulat qui est que sur YouTube, pour que ça puisse fonctionner, il faut être ultra régulier. Je parle même pas pour pouvoir en vivre, c'est simplement pour que ça fonctionne, pour que les abonnés soient au courant qu'il y a des vidéos qui sortent. Il faut sortir hyper régulièrement. Le problème, c'est quand on fait de la vulgarisation, c'est un peu comme quand on fait de la fiction, c'est chaque vidéo prend du temps. Donc du coup, ça fait quelques semaines que je suis à l'écriture de plein d'épisodes. Là, j'en ai déjà écrit une quinzaine. Je vais essayer d'en écrire 20 complets, et ensuite les tourner les 20 d'un coup, et avancer le montage au maximum pour pouvoir d'un coup me mettre à sortir vraiment régulièrement des vidéos, quasiment, pas tout à fait une par semaine, mais quasiment une par semaine ou une tous les 10 jours, pendant plusieurs mois d'affilée. Je pense que du coup, ce sera mieux pour les abonnés qui ne vont pas attendre 2 mois s'ils ont envie d'avoir des vidéos. Au niveau des algos YouTube, du coup, l'algo va finir par se dire mais en fait, cette chaîne, elle est active. Et voilà, donc alors ça m'emmerde un peu parce qu'il y a un côté très chaîne de télé de faire ça. C'est vraiment, on fait une saison à l'avance en gros. Mais si c'est ça qu'il faut faire, en tout cas, je sais que je reprends du coup énormément de plaisir à écrire. Là où avant, c'était à l'époque où je faisais une vidéo tous les 15 jours, c'était en flux tendu en permanence. C'était que dès que je commençais le montage d'une vidéo, j'attaquais déjà l'écriture de la vidéo d'après. J'aimais pas tellement, c'était usant. Là, pour l'instant, j'y prends beaucoup de plaisir, donc on verra. Bon, après, c'est un autre avantage parce que j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup de projets. Donc, effectivement, préparer à l'avance, ça te permet aussi de garder du temps pour écrire d'autres choses. Oui, c'est-à-dire que j'ai un roman en préparation et donc ce roman, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai des vidéos qui seront prêtes à sortir toutes les semaines pendant 6 mois, en gros, ça va me laisser beaucoup de temps justement pour écrire ce roman, pour peut-être faire quelques réunions par rapport à une éventuelle suite de ma série RL3. Discuter parce que mine de rien, il faut que je me déplace, que j'aille rencontrer des producteurs, des diffuseurs pour discuter avec eux. Et tout ça, c'est une nécessité, c'est très bien, mais ça prend du temps, quoi. Et au final, une journée, ça dure toujours que 24 heures. Y penser, on l'a vraiment catalogué, on en parlait tout à l'heure sur le côté science, mais c'est beaucoup plus ouvert et je crois que sur les prochains épisodes, tu parlais de l'humain, je crois, sur la première série. En fait, c'est ça. À l'époque quand j'avais créé la chaîne, l'idée c'était vraiment de parler de sujets qui font réfléchir, ou qui sont étonnants, ou des trucs où on peut faire par exemple des liens avec des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, mais où quand on prend le temps d'y penser, on se rend compte qu'il y a des liens, que c'est hyper intéressant, que c'est étonnant, et voilà. Et assez rapidement, comme moi j'ai toujours beaucoup aimé les sciences, c'est vrai que je me suis très vite orienté beaucoup sur des sciences, particulièrement de la science physique.
Et le problème, c'est que du coup, je me suis un peu moi-même enfermé dans cette case-là. Mais voilà, y penser. Je peux aussi parler, voilà, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les retards de la SNCF, j'ai fait une vidéo sur la contrefaçon, j'ai une vidéo qui est en préparation sur Rachmaninoff. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas de coincer, mais dans les prochaines vidéos qui vont sortir, d'un autre côté je comprends aussi qu'il y a des gens qui sont abonnés parce qu'ils veulent de la physique, parce qu'ils veulent machin. Et c'est vrai que moi j'ai fait des promesses au cours des années, j'ai dit oui les trous noirs on va en parler, le Big Bang on va en parler, l'énergie sombre on va en parler. J'ai commencé une série de vidéos sur les sens humains, donc il faut que je fasse encore les autres sens humains, donc tout ça c'est en préparation. Donc voilà, tout ça va arriver, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu as parlé de Tesla, parce que tout le monde te pose toujours la question. Donc on a une réponse, c'est prévu, mais c'est pour pas tout de suite. Ah, c'est pas tout de suite, parce que vraiment Tesla, ça va nécessiter une vraie production qui est plus grosse. Alors c'est pas non plus Game of Thrones, mais ça va être une production qui est beaucoup plus grosse que les productions dont moi je suis capable. Ce qui veut dire d'une, que peut-être ça verra pas le jour tout de suite. Et de deux aussi, c'est que le jour où ça verra le jour, ce sera sans doute pas sur YouTube. J'essaierai de faire au mieux pour que ce soit quand même disponible pour tout le monde. J'ai pas spécialement envie que ce soit sur un truc où il faut un abonnement ou un machin. Si ça pouvait, moi, dans l'idéal, ça passerait sur France 5, tu vois, ou sur Arte, un truc comme ça. Ah oui, mais je pense que ça mérite. Après, je vais pas faire le difficile. Si à un moment donné, c'est Canal+ qui me dit, écoute, nous on a envie de le produire, je vais pas leur dire, non, attendez, vous faites chier, vous êtes crypté. Non. Mais voilà, c'est. Tesla aujourd'hui, voilà, c'est prévu comme étant une série en 5 ou 6 épisodes. Ça dépend du découpage que je vais faire. Et ça dépendra sans doute à la fin pas que de moi. Surtout si ça passe sur une chaîne de télé, il faut que ce soit un format bien précis et tout, donc il y a des choses qui vont bouger. Si ça passe sur un Netflix, éventuellement, tu peux imaginer que le format peut être assez libre. Voilà, donc ça va être 5 ou 6 épisodes. Voilà, qui nécessitent. Ça va pas juste du face cam dans mon bureau, quoi. Clairement pas. Tu avais des anecdotes, tu as fait une introduction sur Tesla, c'est un personnage quand même qui est assez fascinant, puisqu'il a fait des découvertes qui sont aujourd'hui partout. Et pourtant, il n'y avait pas un esprit parfaitement scientifique sur son travail. Ah, c'était pas un scientifique. C'était un mec qui touchait bien en électricité, c'est-à-dire qu'il a étudié. Il avait compris le concept. Il a étudié quand même les sciences. Mais c'est-à-dire que c'était pas un visionnaire niveau science. C'est-à-dire que quand Einstein a présenté la relativité restreinte en 1905, Tesla n'était pas d'accord. Il disait non, c'est con ça. C'est l'espace et le temps qui sont. Non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas eu un comportement aussi de la part d'Einstein sur la relativité un peu au départ là-dessus, non? C'est-à-dire? Il n'était pas un peu réticent sur le quantique? Ah, en fait, oui, alors ça c'est encore une autre histoire. C'est Einstein, c'est la fameuse dispute entre Einstein et Bohr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à se rendre compte que dans la mécanique quantique, il y a des choses qui ont l'air d'arriver ou pas, et on ne comprend pas trop bien pourquoi, ce qui fait qu'il va se passer plutôt ça que ça. Einstein disait, c'est parce qu'on n'a pas encore toutes les équations, quand on aura toutes les équations, on sera capable de prédire s'il va se passer ça ou ça. Et Bohr disait non, il y a une partie, c'est du vrai hasard, c'est du pur hasard. On peut dire que dans 80% des cas, il va se passer ça, et dans 20% des cas, il va se passer ça, mais au cas par cas, on est incapable. C'est à ce moment-là que Einstein a dit à Bohr, Dieu ne joue pas au dé, et que Bohr lui a répondu, arrêtez d'expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Et on a démontré depuis qu'effectivement, il y a une part de hasard. Mais Einstein, je trouve qu'il a eu au départ, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce côté de bien contrôler les choses, mais il a essayé d'arrêter un peu le temps, je crois, avec des équations, et il s'est cassé le nez là-dessus. Einstein, en fait, le truc, c'est que Einstein, c'est un esthète des maths. C'est-à-dire que pour lui, l'univers, c'est-à-dire que ce qu'il trouvait, il y avait une phrase, alors je vais la paraphraser parce que j'ai plus la phrase exacte, il me semble que c'est lui où il disait le truc le plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il soit aussi compréhensible. Et pour lui, c'est-à-dire que tout avait l'air d'être tellement bien réglé qu'il devait y avoir des équations sous-jacentes qui allaient être super propres, super élégantes, super symétriques, tout nickel. Et donc quand on commence à dire non, il y a un truc de chaos là-dedans, c'est un peu le nawak, ça lui plaisait pas du tout. Exactement comme voilà, lui il pensait que l'univers était stationnaire, qu'il avait toujours été là, qu'il serait toujours là. Et c'est pour ça qu'il avait introduit dans ses équations de la relativité générale, il avait introduit une constante totalement artificielle pour tenir l'univers à sa place. Et ensuite, ça a été démontré que non, en fait, l'univers est grandi. Et c'est là où il a dit, cette constante, c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Et il s'avère que le twist de l'histoire, c'est qu'en fait, cette constante peut en fait représenter ce qu'on appelle l'énergie noire, c'est-à-dire la force qui fait que l'univers s'étend. Et donc, peut-être que la plus grande bêtise de sa vie, d'un certain point de vue, c'est un immense coup de génie fortuit.
Alors j'ai vu que tu avais quand même une culture générale assez, enfin au-delà de générale, hein, physique, sciences, etc. C'est quelque chose que tu as acquis par rapport à ton cursus scolaire ou enfin, d'étudiant, ou c'est aussi quelque chose que tu continues à nourrir à travers tes émissions ou... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, c'est vrai que j'ai toujours été un grand fan de sciences et j'ai toujours eu besoin de comprendre les trucs. Notamment en matière scientifique, j'ai besoin de comprendre comment ça... On ne me dit pas juste ça marche comme ça. Non, il faut que je comprenne comment ça marche. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette curiosité-là. Après, c'est vrai que je bouffe des vidéos de plein de chaînes YouTube en permanence, donc j'apprends continuellement des trucs et j'oublie plein de trucs. Maintenant, il y a aussi un biais dont il faut être conscient. Parce que moi, souvent, on me disait « mais comment tu peux savoir autant de trucs, c'est incroyable et tout ». Je leur dis « non, attendez les gars, vous ne vous faites pas avoir. Je ne parle que des choses que je connais plus ou moins. Mais il y a plein de sujets où je suis une burle, j'y connais rien, j'y comprends rien. C'est juste que ces sujets, j'en parle jamais. Mais c'est-à-dire que j'ai franchement non seulement pas plus de culture que tout un chacun, mais je pense même avoir globalement moins de culture que la moyenne. En termes de culture générale. Ah oui, complètement, oui. Non, c'est une réalité. Je veux dire, je ne suis pas cultivé, j'ai très peu lu, en histoire, j'y connais rien, histoire de l'art, je suis une merde. Mais quand je m'intéresse à quelque chose, j'y dédie beaucoup de temps, ce qui fait que c'est un sujet que je vais plus maîtriser que celui qui s'y intéresse que de loin. Et après, c'est vrai que comme ce sujet, je vais en parler plus naturellement qu'un autre, on va avoir l'impression qu'en fait, putain, mais s'il parle autant de Rachmaninoff, le mec, il doit connaître tous les classiques. Ouais. Non, je connais pas. Les autres, je les connais pas. C'est Rachmaninoff, son histoire, j'adore son histoire, donc je connais son histoire. Mais à côté, Tchaïkovski, tout ça, je connais rien. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur ta conférence, hein, par cette culture que tu as, que tu réduis par peut-être modestie, mais tu as, je trouve, beaucoup de connaissances et tu rebondis très facilement d'un sujet à l'autre. C'est assez sympa, quoi. Je veux dire, tu vas nous parler de la relativité, puis tu as une anecdote sur Einstein, et puis tu as machin, puis tu reviens, puis il y a un YouTuber qui disait, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ta conférence, c'est cette dynamique et ce rebondissement. Alors ça, c'est un peu le fonctionnement que j'ai. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est vrai que moi, je fais référence à ça en appelant ça les digressions. J'avais fait d'ailleurs une convention, c'était à Frames l'année dernière, j'avais fait une conférence totalement improvisée sur des digressions. C'était pour montrer un petit peu quel était mon processus de création. Dire on part d'une idée ou d'une question simple et ça nous amène ici, puis ça nous amène là, puis ça nous amène là et au final on se retrouve à faire un parcours qui n'a ni queue ni tête, mais où on a appris plein de trucs intéressants. Et le truc c'est de temps en temps d'accepter de laisser toutes ces portes ouvertes et de ne pas s'enfermer, de ne pas se dire non mais attends là je parle du trou noir donc ce truc là je ferme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je fais une vidéo sur les trous noirs, à un moment donné je me rends compte que Hawking avec Kip Thorne, ils avaient fait un pari il y a quelques années pour savoir si les trous noirs existaient ou pas, et que le perdant devait abonner l'autre à Penthouse pendant 1 an. C'est une anecdote qui n'a rien à voir avec les trous noirs, mais du coup ça m'amène, mais ce qu'ils font souvent ce genre de pari. Et il y a encore un pari qui est en cours entre Kip Thorne, Hawking et un autre dont le nom m'échappe totalement, un astronome américain, où le pari est encore en cours. Hawking a reconnu sa défaite et il était du même avis que Kip Thorne, mais Kip Thorne n'a pas encore reconnu. Il dit non, moi je ne suis pas encore convaincu, donc j'attends de voir. Et ça donne un aspect de ces gens-là. Déjà, ça permet de parler de ces gens-là. Parce que bon, Hawking, les gens connaissent, mais Kip Thorne, les gens qui connaissent vite fait, ils connaissent parce qu'il a été consultant sur Interstellar, si tu veux. Sauf que Kip Thorne, c'est lui qui a inventé le nom trou noir. C'est le mec qui était dedans depuis le début. Et ces anecdotes, ça permet d'humaniser aussi ces scientifiques, ça permet de parler d'eux. Moi, je sais qu'une des vidéos au début de la chaîne que les gens avaient vraiment aimé, c'était la vidéo sur Eratosthène, qui avait donc mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau, et puis aussi Guillaume le Gentil, qui était un poissard et qui n'est arrivé que des merdes. Parce qu'on raconte des histoires humaines et on sympathise avec le gars. On se dit, mais comment est-ce que ce gars-là, à l'époque, moi, un de mes personnages préférés dans l'histoire, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno qui est mort au bûcher en 1600. Le gars, il faut imaginer donc à l'époque des inquisitions et compagnie où les mecs, s'ils faisaient un pet de travers, ils étaient brûlés pour hérétiques. Le mec, il gueulait à qui voulait bien l'entendre que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, que chaque étoile en fait c'était un Soleil autour duquel il y avait d'autres planètes, que sur ces planètes il y avait certainement d'autres vies qui ne ressemblaient pas du tout à la nôtre, que tout ça c'était infini, que nous on n'était rien dans cet univers et que tout ça était composé d'atomes. Le mec il voulait brûler quoi. Le mec il voulait brûler, c'est pas possible. Le mec il disait cramez-moi.
Et j'adore, moi, voilà, j'ai besoin de raconter ces histoires-là, de tous ces gens-là qu'on oublie, quoi. Mais pour revenir sur justement Tesla, le peu que tu en as raconté, c'est super sympa. Est-ce que tu n'auras pas une version courte de ce que tu as raconté en attendant le grand film de Tesla? Alors, qu'est-ce que je peux raconter? Une petite anecdote sur Tesla, c'est donc on attribue l'invention de la radio à un mec qui s'appelle Marconi, un Italien. Ce qui est un peu vrai, mais en vrai non. C'est-à-dire qu'il a effectivement créé une radio, mais qui ne marchait pas, qui marchait pas bien, où il fallait que tout soit dégagé, et ça pouvait porter à 100 mètres ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a des gens qui sont allés voir Tesla en disant « Vous avez vu, il y a Marconi qui a inventé la radio ». Et Tesla avait répondu « Mais j'ai beaucoup de respect pour Marconi, mais sa radio utilise 17 de mes brevets ». Parce que c'est Tesla qui a inventé la radio en vrai. Alors il y a d'autres débats, il y a encore une autre école, j'ai oublié le nom du gars, où un gars de son côté bossait aussi sur un truc similaire, donc je ne sais pas si en pratique lequel était en premier. Mais c'est-à-dire que Tesla, quel que soit le sujet de près ou de loin qui touche à l'électricité, le mec avait 100 ans d'avance sur nous. Moi j'avais vu une conférence TED où les mecs montraient comment ils arrivaient à transporter l'électricité sans fil, c'est-à-dire à distance. Où ils montraient, voilà, ils arrivaient à recharger un téléphone qui était je crois, à 30 cm d'un genre de générateur. Le mec était fier, il dit, vous vous rendez compte, il y a un pied, on peut passer la main, regardez bien, vous voyez le truc, il charge, bon, ça fait quelques années déjà. Et Tesla, lui, il allumait des ampoules à 80 km. Et ouais, tu as dit oui, tu as même parlé de char, enfin quand tu parlais de l'arme ultime à un moment. Bon, évidemment, c'est complètement faux. Mais alors, cette arme ultime, on ne l'a jamais vu fonctionner. C'est ce que Tesla disait, son fameux rayon de la mort, il disait qu'il était capable de vaporiser un tank à 80 km. Mais voilà, c'était au niveau de la tour qu'il avait dans la Colorado Springs, il avait donc une espèce de grand générateur. Il avait tout un champ autour dans lequel il avait planté dans le sol des ampoules qui étaient branchées à rien et qu'il arrivait à allumer ou éteindre simplement par champ électromagnétique, quoi. Il pouvait donner le sémi à qui il voulait dans le rayon de 80 km. À peu près, ouais, ou 50 km, je sais plus, mais enfin, c'était énorme. Et donc, quand je vois les mecs qui, il y a quelques années, genre en 2007 ou 2008, les mecs sont tout fiers de recharger un téléphone à 30 cm, tu dis, les gars, il y a encore du boulot, quoi. Et Tesla avait mis au point un système pour électrifier, c'est-à-dire pour proposer de l'électricité gratuite à la terre entière, sans fil, et qui nécessitait un tout petit peu de construction. Il fallait faire des tours relais un peu partout dans le monde. Et c'était JP Morgan qui le finançait à l'époque, qui lui a dit, bon bah, moi si je peux pas mettre un compteur, ton truc il m'intéresse pas, donc stop. Et depuis, les gens essayent de reconstituer, parce que lui, il notait de façon un peu parcimonieuse dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire que lui, il notait qu'une fois que tout était fini, il notait son schéma final. Les mecs, c'est marrant, c'est-à-dire quand il faisait des prototypes, il les faisait dans sa tête. Il testait les prototypes dans sa tête. Il voyait ce qui ne marchait pas. Il corrigeait. Et il faisait tous ses allers-retours que ça. Une fois que c'était prêt, il faisait la version finale. Et a priori, il y a beaucoup de légendes à son sujet, donc vous savez, mais a priori, il ne s'est jamais planté. A priori, il a toujours fait la version définitive qui marchait. Moi, Tesla, c'est un truc à part. Bon. Écoute, très bien. Qu'est-ce que je veux dire donc, il faut venir au Retro Games te voir, parce que franchement, les conférences sont vraiment très, très sympathiques. Mais même pour me voir ou même pas pour me voir. Là, Retro Games Savoie, il faut y aller. C'est Rétro Savoie Game. Rétro Savoie Game. Savoie Retro Game. Oh là là. SRG, Savoie. Ouais, on vient de manger aussi. Savoie Retro Games. Voilà. Il faut y aller. L'ambiance est top. L'ambiance est top. Le lieu est très sympa. C'est aéré. Il n'y a que des gens sympas. On croise que des gens sympas. C'est vraiment très, très cool. Cette année, ils ont K2000 en plus. Et ils ont aussi la voiture de Jurassic Park. La Jeep de Jurassic Park. Et on est accueillis à l'entrée par des R2D2 télécommandés à l'échelle qui sont magnifiques. Ouais.